Bienvenue à vous dans ce journal. Les titres, c'est dans un instant. Sud FM, l'info, c'est ici. Éruption cutanée, démangeaisons intenses, telle se manifeste la maladie mystérieuse de la mer qui fait des ravages à Thiaroye-sur-Mer. Des pêcheurs infectés rendant ainsi trop petit le poste de santé. Plusieurs spéculations fournies sur son origine qui reste encore inconnue. Une correspondance d'Elhadj Moussa Thiam à suivre dans ce journal. Et puis en politique, la gestion du Conseil économique, social et environnemental au cœur du conflit ouvert entre l'entrant et le sortant. L'enseignant-chercheur en sciences politiques déplore les soubassements politique. Le docteur Maurice Soudjek John sera d'ailleurs notre invité dans ce journal. Et puis après l'incendie qui a ravagé le marché Ocas de Touba où 13 centres commerciaux ont été consumés, l'heure est au bilan. Comment faire pour éviter cet incendie à l'avenir? En tout cas à Diourbel, aucune leçon n'a été tirée du violent incendie de 2017 qui avait occasionné mort d'hommes. Les installations anarchiques et les encombrements continuent à dicter leurs lois. Voilà pour les principaux titres de ce journal, mis en onde par Papa Abdoulaye. Aïssatou Gueye-Ba. Éruption cutanée, démangeaisons intenses, la maladie mystérieuse de la mer continue de faire des ravages à Thiaroye-sur-Mer. Le poste de santé trop petit pour accueillir les centaines de milliers ou plutôt les centaines de pêcheurs infectés. L'origine de la pollution qui a occasionné la contamination reste inconnue. Des prélèvements ont été effectués. Une correspondance depuis Thiaroye-sur-Mer avec Elhadj Moussa Thiam. Des lèvres fendues, couvertes de boutons, le visage tuméfié par de gros boutons, des démangeaisons sur toutes les parties du corps. Telle se manifeste la maladie mystérieuse chez les 135 jeunes pêcheurs trouvés à même le sol dans le poste de santé de Thiaroye-sur-Mer. Chacun y va de son commentaire sur l'origine de la contamination qui reste inconnue. Une équipe du ministère de la Pêche dépêchée pour enquêter les jeunes afin de détecter l'origine de la pollution qui a occasionné la contamination. Pour le chef de service départemental de la pêche, l'origine pourrait être dans la zone de pêche de Gorgui, car la plupart des pêcheurs infectés y ont effectué un déplacement. Les zones de pêche aussi ont été détectées parce que la plupart de ces pêcheurs aussi pêchaient dans une zone de pêche appelée Gorgue. Maintenant, cette zone de pêche se situe entre hauteur de Rufisque, Bargny et Mbour. Donc c'est presque un triangle qui se situe à ce niveau. Donc la plupart de ces pêcheurs interrogés étaient en pêche dans cette zone. Le poste de santé de Thiaroye, trop petit pour accueillir les 184 personnes recensées. Le chef de service de pêche lance un appel pour l'ouverture d'un centre d'accueil provisoire. Le district médical de Mbao de nous aider à déplacer peut-être des médecins, des infirmiers pour venir sur place à Thiaroye, quitte à demander au maire de nous prêter le centre culturel pour qu'on puisse héberger maintenant toutes ces personnes-là. Les catastrophes écologiques liées à la pollution sont très fréquentes dans la banlieue ces jours-ci. Une forte mortalité de poissons dans le marigot de Mbao, le déversement des eaux usées sur la place de Anne-Montagne s'y ajoute la maladie mystérieuse dont l'origine n'est toujours pas définie. Banlieue dakaroise, Elhadj Moussa Thiam, Radio Sud FM. Elhadj Moussa Thiam, en tout cas à Mour, le coordonnateur du comité local de pêche, confirme l'existence de la maladie chez quelques pêcheurs qui utilisent les filets dormants. Des démangeaisons sont apparues sur presque toutes les parties de leur corps. Les causes de cette maladie restent inconnues et le CLPA compte mener des campagnes de sensibilisation avec la gendarmerie sur les plages et les quais de pêche pour éviter la propagation de la maladie. Il invite par ailleurs les autorités sanitaires à prendre des dispositions nécessaires. Voici Ndiaga Sissé, coordonnateur du comité local de pêche au micro de Moussa Fassal. Nous avons été informés de l'existence de cette maladie qui a attrapé des pêcheurs de Mbour. C'est des pêcheurs qui utilisaient les filets, des pêcheurs de filets dormants la semaine passée. Nous avons demandé aussi aux familles d'aller au niveau des sapeurs-pompiers pour consulter les médecins pour qu'ils puissent nous édifier sur ces maladies et peut-être
les causes. Bon, mais hier, on a été saisi aussi par la gendarmerie de l'environnement qui nous a informé que la maladie est en train de se propager dans les autres localités sur le littoral. Et donc, nous devons mener une sensibilisation auprès des acteurs de la pêche pour les informer de l'existence de cette maladie-là, voilà, pour qu'ils puissent prendre toutes les dispositions nécessaires. Et donc, dès aujourd'hui, au niveau du Selvaïa de Pau, nous allons commencer à descendre sur les plages pour essayer de voir de plus près qu'est-ce qui est de ces maladies et informer aussi les pêcheurs pour qu'ils puissent prendre toutes les dispositions nécessaires pour parer à ces. Et qu'en est-il de la pollution et des produits halieutiques suite à ces contaminations? L'environnementaliste alerte sur les produits issus de la mer et estime que la pollution serait liée aux usines de produits chimiques ou de bateaux qui déversent leur fuel. Maké Sek avec Elhaj Moussa Thiam. Ce que nous pouvons dire, c'est que très souvent, l'origine de ces pollutions toxiques nous viennent comme à Minamata au Japon dans les années 50, des industries chimiques installées le long de la plage, où très souvent nous avons ce type de pollution à chaque fois qu'un bateau, un cargo qui transporte des produits chimiques, qui transporte des engrais ou des produits toxiques de cette nature, procède au vidange de ces cales, ce qu'on appelle le dégagement, c'est-à-dire nettoyer ces cales à grande eau et déverser cette eau polluée en mer. Nous avons une traînée sur plusieurs kilomètres ou bien sur plusieurs centaines de kilomètres qui sont complètement pollués et à chaque fois que les pêcheurs, avec le type de filet qu'ils ont, travaillent dans ces zones en remontant les filets, ils respirent les vapeurs affectent leur peau et immédiatement nous avons ces éruptions cutanées. Ça a affecté toute la petite côte de Joal jusqu'à Ndayan au niveau de l'aire marine protégée. C'est soit un bateau qui dégage qui est à l'origine de ça, ou bien le déversement en mer dans ces endroits de fûts contenant des produits toxiques et qui, une fois détériorés en pleine mer, continuent à envoyer leur contenu toxique dans la mer et avec la poussée des vents, ça s'étale sur plusieurs kilomètres. Nous pensons qu'il est important que la direction de la protection civile, accompagnée des techniciens du ministère de l'Environnement, des techniciens du ministère de la Pêche et des techniciens du ministère de l'Assainissement, puisse sillonner toute la zone pour quadriller et segmenter la zone dans laquelle l'accident s'est passé, parce qu'il est scandaleux que des pêcheurs dans l'exercice de leur profession puissent être affectés par des produits toxiques de cette nature. Nous avons plusieurs centaines de malades affectés dans les centres de santé de Thiaroye et de Mbao. Bientôt l'hôpital de Pikine sera concerné et nous nous posons des questions. Ces pêcheurs qui sont aujourd'hui victimes de ces émanations toxiques contenues dans l'eau de mer, qu'en est-il pour le poisson? Qu'en sera-t-il pour le poisson pendant une semaine? Un véritable problème de santé publique se pose et il est important que les autorités fassent vraiment un grand appel, une grande vigilance pour circonscrire ce mal qui affecte les pêcheurs et aviser la population pour des éventuels dangers encourus avec la consommation des produits issus de cette pêche. Parlons politique à présent. Idrissa Seck sera officiellement installé demain dans ses nouvelles fonctions de président du Conseil économique, social et environnemental. Une installation dans un contexte d'audit de la gestion de l'ancienne présidente Aminata Touré. Selon le docteur en sciences politiques, l'audit d'une gestion entre dans l'ordre normal des choses. Cependant, il déplore les soubassements politiques pour docteur Maurice Soudieck Dione. Aminata Touré a des arguments pour faire face. Il est au micro de Elhaj Malik. Lorsqu'on a géré des affaires publiques, il est normal que l'on rende compte que cela entre dans les principes républicains et dans l'ordre normal des choses. Ce qui est à déplorer, c'est que cette volonté d'éclairer la lanterne des Sénégalais sur la gestion des affaires publiques se fasse exclusivement sur une base politicienne. Et je crois que c'est là où le bas blesse. Et si ça se fait dans le cadre de règles républicaines pour la transparence dans le cadre du jeu démocratique, je crois que c'est acceptable. Mais si c'est pour des raisons politiciennes pour combattre un adversaire, d'autant plus que c'est un membre de l'APR, et que jusque-là, on n'a pas vu pareilles situations se poser. Souvent, ce sont les personnalités de l'opposition qui sont stigmatisées, réprimées et
est vilipendé, mais les membres du parti au pouvoir, généralement, ne le sont pas. Donc, c'est un cas, justement, qui appelle beaucoup de vigilance. Alors, aujourd'hui, quelle doit être l'attitude de Mimi Touré par rapport à cette nouvelle situation? Je crois que c'est une femme d'État, une femme politique qui a de l'expérience, qui est compétente et surtout qui a du courage. Donc, je crois qu'elle se battra et elle a commencé à se battre et sa stratégie de communication, c'est qu'à chaque fois que son nom est mêlé à quelque chose qui n'est pas net, elle monte au créneau pour apporter la réplique, apporter des précisions et des clarifications afin de préserver son honneur et sa respectabilité. Je crois que c'est une bonne stratégie d'occasion qu'elle a adoptée depuis qu'elle est dans le gouvernement. On s'est rendu compte que lors de l'affaire Hissène Habré, dans toutes les situations où elle a eu besoin d'apporter des éléments de preuve, elle n'a jamais qu'à à le faire et je crois que c'est une bonne stratégie de communication et que assurément elle est partie pour se battre et elle en a le courage et le cran. Voilà, le docteur Maurice Soudjek-John qui sera d'ailleurs notre invité tout à l'heure à la fin de ce journal. Sud FM. La presse a fait état hier d'une rupture de vaccin qui guette le Sénégal. Le non-versement du complément des fonds devant être affecté à l'achat de vaccins serait la cause de cette situation. Et le coordonnateur du programme élargi de vaccination a réagi à ces allégations. Il n'y a pas de rupture de vaccin au Sénégal. Le coordonnateur du programme élargi de vaccination rassure mais souligne tout de même que la ligne budgétaire n'a pas été totalement approvisionnée pour la campagne 2020, ce qu'il faut régler très rapidement pour ne pas chambouler les activités du programme. Le docteur Ousseynou Badiane espère que d'ici la fin du mois de novembre, l'État va débloquer le reste des fonds. Le coordonnateur du programme élargi de vaccination est joint par Mamdiara Da Silva. Bon, actuellement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de rupture actuellement de vaccin, que les gens soient rassurés. Mais comme vous le savez, la vaccination elle est gratuite au Sénégal et c'est l'État qui achète les vaccins avec le soutien de ses partenaires. Donc, il y a un budget, il y a une ligne budgétaire dans le budget de l'État qui permet d'honorer ces dépenses-là. Donc, cette ligne budgétaire à hauteur de 3,117 milliards actuellement et doit être mobilisée pour payer ce qu'on appelle les vaccins traditionnels et payer le cofinancement pour les nouveaux vaccins parce que ces nouveaux vaccins-là sont soutenus par l'Alliance Gavi. Donc, actuellement, il y a une tension dans la libération de ces fonds-là. Donc, les fonds n'ont pas totalement été libérés pour le moment. Donc, pour 2020, c'est la moitié qui a été déjà payée et l'autre moitié n'est pas encore payée. Et actuellement, donc, il y a ce retard peut occasionner des retards dans la livraison des commandes parce qu'en fait, pour les commandes des vaccins prennent du temps, donc en moins de 3 mois. Donc, si on n'a pas assez de ressources pour commander les vaccins d'ici la fin du mois de novembre, donc il peut y avoir un retentissement sur la disponibilité des vaccins en début d'année 2021. Occasionner quand même des ruptures en ce moment-là. Et qui dit rupture dit enfants non vaccinés. Et qui dit enfants non vaccinés dit enfants susceptibles de développer des maladies évitables par la vaccination et l'apparition éventuellement d'épidémies comme la rougeole, la polio ou autres maladies. Vous espérez disposer des fonds dans combien de temps? De toute façon, tout le monde s'y met actuellement et on est en train de tout faire pour que ces fonds-là soient disponibles d'ici la fin du mois de novembre. Donc, si on a les fonds au mois de novembre, on espère que ce scénario pourra être évité. On parle de vaccins au moment où 17 nouveaux cas positifs au coronavirus ont été détectés, alors que 8 patients ont été déclarés guéris. 3 cas graves sont également pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré, selon le docteur Elhadj Mamadou Ndiaye, le directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Nous l'écoutons. Sur 786 tests réalisés, 17 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,16%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 8 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et nous avons noté 9 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar Plateau 3, Les Almadies 2, Guédiawaye 1, Mbour 1,
Pikine 1 et Thiès 1. 8 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 3 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce mardi 17 novembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 15 823 cas ont été déclarés positifs, dont 15 433 guéris, 329 décédés et donc 60 patients sous traitement. Sud FM, un réseau au service des citoyens. Après l'incendie au marché Ocas de Touba, l'heure est au bilan. Les sinistrés évaluent les dégâts du côté des autorités. Les démarches se poursuivent pour que pareille situation ne se reproduise. Tout ici. Après l'incendie qui a ravagé des dizaines de cantines au marché Ocas de Touba, chacun y va de ses calculs. Les sinistrés essaient d'évaluer les pertes. Les valeurs des marchandises parties en fumée sont estimées à des centaines de millions suivant les magasins. Si certains sont parvenus à sauver leurs produits, d'autres ont tout perdu. Les enquêtes se poursuivent pour déterminer les causes de l'incendie. En attendant les résultats, les autorités locales se concertent pour une réorganisation du marché. Une grande rencontre est annoncée par le gouverneur de la région qui a reçu l'assurance du khalife général des Mourides. Celui-ci s'est engagé à s'impliquer pour réussir ce pari. Cette réorganisation est devenue une nécessité selon des occupants qui ont rappelé les séries d'incendies survenus au marché Ocas ces dernières années et qui n'ont pas servi de leçon. Les mesures annoncées doivent être appliquées selon eux afin de barrer la route aux flammes qui détruisent tout sur leur passage. Tout ici, Mbacké, Sud FM. Tout essaye, en tout cas à Diourbel, aucune leçon n'a été tirée du violent incendie de 2017 qui avait occasionné mort d'homme. Les installations anarchiques et les encombrements continuent d'être d'actualité. Toutefois, des efforts ont été notés pour une bonne progression des soldats du feu en cas d'incendie. Adam Ndiaye. Les installations anarchiques continuent d'être observées au niveau du marché Ndoumbe Diop. Des encombrements sont souvent notés au niveau des entrées du marché et cela malgré le violent incendie qui avait réduit en cendres ce lieu de rencontre en 2017. Plusieurs cantines avaient été consumées, occasionnant plusieurs dégâts matériels. Toutefois, il faut se réjouir de réhabilitation et de construction des halles pour une valeur de 500 millions de nos francs que l'État est en train de réaliser à l'intérieur du marché suite à la promesse faite par le ministre du Commerce de l'époque, Alioune Sarr. Les bouches d'incendie et issues de secours sont en train d'être réalisées pour permettre aux soldats du feu de pouvoir lutter efficacement contre les flammes en cas d'incendie. Un plan d'assainissement a été mis en œuvre pour une évacuation correcte des eaux pluviales. Par ailleurs, des efforts ont été notés dans les installations des commerçants. Pour rappel, cet incendie avait causé la mort d'un soldat du feu en 2017. L'entrepreneur chargé de l'exécution des travaux annonce la réception de ce hall du marché Ndoumbe Diop dans un délai de 1 mois. Diourbel, Sud FM, Adam Ndiaye. Adam Ndiaye à Ziguinchor, après l'incendie du marché Tilène le 11 août 2018, un délai de 7 mois avait été fixé pour la reconstruction de ce marché, mais les commerçants sont toujours dans la rue et les travaux de réhabilitation du marché sont au ralenti. Ben Michel Konfouti. Au lendemain de l'incendie qui a ravagé le marché Tilène de Ziguinchor le 11 août 2018, le Premier ministre d'alors, Mahamat Boun Abdallah Dionne, avait effectué un déplacement sur les lieux avec une promesse ferme. Dans les 2 mois à venir, le marché de Tilène sera entièrement reconstruit pour en faire un marché sous-régional et il sera mis aux normes, notamment en matière de protection civile et de sécurité. Plus de 2 ans sont écoulés, mais l'infrastructure n'est pas encore livrée et les commerçants attendent toujours. Ousmane Faye, alias Boy Serer, est le président des commerçants du marché Tilène. On nous avait promis un marché dans 7 mois. Jusqu'à présent, on n'a pas de marché. Il y a un entrepreneur qui est là-bas en train de commencer, qui a commencé les travaux, mais timidement. Un grand marché comme ça, qui a même un seul bétonnière, c'est pas possible. On pense que vraiment, ils ont commencé, mais pas comme ils l'avaient promis. On dit que peut-être on aura un marché, mais dans quel délai? Parce que ce qu'ils nous avaient promis, dans un marché, s'ils commencent les travaux, on verra le spectacle. Jusqu'à présent, on n'a pas vu. Parce que c'est très, très timide. Les commerçants sont là, jusqu'à durant 2 ans, ils sont dans les rues. On est là encore, on nous fait payer l'impôt même.
Or que là, à Tilène, presque, il n'y a pas de marché. Le président des commerçants du marché Tilène invite l'État à accélérer la cadence pour sortir les commerçants de la rue. On souhaite que l'État pousse l'entrepreneur à accélérer les travaux pour qu'on puisse avoir le marché. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Sud FM, l'invité du jour. Il s'agit du docteur Maurice Soudiek John, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Nous l'écoutons, il est l'invité de El Hadj Malick Ndiaye. Docteur Maurice Soudiek John, bonjour. Bonjour El Hadj Malick. Vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UGB. Alors, nous allons parler du cas Aminata Touré. Le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental RISEC qui sera installé demain, il a même décidé de fouiller la gestion d'Aminata Touré, l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental. Comment peut-on expliquer cette décision d'Idrissa Seck? Je crois d'abord qu'il faut faire la part des choses. Lorsqu'on a géré une institution publique, lorsqu'on a géré des affaires publiques, il est normal que l'on rende compte, il est normal qu'un contrôle se fasse. Donc cela entre dans les principes républicains et dans l'ordre normal des choses. Ce qui est à déplorer, c'est que ces contrôles, cette volonté d'éclairer la lanterne des Sénégalais sur la gestion des affaires publiques se fasse exclusivement sur une base politicienne. Et je crois que c'est là où le bas blesse. Et si ça se fait dans le cadre des règles républicaines pour la transparence pour la transparence dans le cadre du jeu démocratique, je crois que c'est acceptable. Mais si c'est pour des raisons politiciennes pour combattre un adversaire, d'autant plus que c'est un membre de l'APR, et que jusque-là, on n'a pas vu pareilles situations se poser. Souvent, ce sont les personnalités de l'opposition qui sont stigmatisées, réprimées et vilipendées, mais les membres du parti au pouvoir, généralement, ne le sont pas. Donc, c'est un cas, justement, qui appelle beaucoup de vigilance. Alors, aujourd'hui, quelle doit être l'attitude de Mimi Touré par rapport à cette nouvelle situation? Je crois que c'est une femme d'État, une femme politique qui a de l'expérience, qui est compétente et surtout qui a du courage. Donc, je crois qu'elle se battra et elle a commencé à se battre. Et sa stratégie de communication, c'est qu'à chaque fois que son nom est mêlé à quelque chose qui n'est pas net, elle monte au créneau pour apporter la réplique, apporter des précisions et des clarifications afin de préserver son honneur et sa respectabilité. Je crois que c'est une bonne stratégie de communication qu'elle a adoptée depuis qu'elle est dans le gouvernement. On s'est rendu compte que lors de l'affaire Hissène Habré, dans toutes les situations où elle a eu besoin d'apporter des éléments de preuve, elle n'a jamais manqué à le faire, et je crois que c'est une bonne stratégie de communication et que assurément elle est partie pour se battre et elle en a le courage et le cran. Est-ce que c'est facile de se battre avec un parti au pouvoir? Oui, c'est une question de courage. Elle a le courage, elle se battra. Et puis nous sommes dans un état de droit également. Elle va user toutes les voies de droit pour se défendre, parce que aussi on ne peut pas comme ça stigmatiser quelqu'un, l'accuser sans véritablement fournir des preuves ou chercher à intimider une personnalité seulement parce qu'elle a des ambitions politiques. Aujourd'hui, est-ce qu'elle doit quitter l'APR? C'est dans l'ordre possible des choses, mais c'est une décision qui lui revient par rapport à l'appréciation de la situation politique et par rapport à l'évolution de la situation. Alors, jusqu'où peut-on aller dans ce bras de fer entre Mimi Touré et les tenants du pouvoir? Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Ça dépendra si des éléments sont retenus contre elle. Quel est le fondement de ces éléments-là? Je ne peux pas dire où est-ce que ça va aller, mais ce qui est sûr, c'est que Mme Aminata Touré va se défendre en usant toutes les voies de droit. Parmi tous les tenants de l'APR qui ont été exécutés à l'issue du dernier remaniement ministériel, elle est la seule à être inquiétée. Comment peut-on justifier cela? Oui, naturellement, c'est parce qu'elle a, encore une fois, c'est une femme qui a du caractère, qui a du courage, qui a de l'expérience et qui est compétente. C'est certainement cette ferme position qu'elle a et qui fait que peut-être qu'elle est un peu stigmatisée plus que les autres.
Mais je pense que ça ne devrait pas être le cas parce qu'en réalité, l'expression des ambitions, c'est dans le cadre du dynamisme qui doit caractériser toute démocratie qui se respecte et qu'on ne devrait pas être dans ces logiques-là de chasse aux sorcières ou de tenter de réprimer, de bâillonner quelqu'un seulement parce parce que cette personne voit autrement ou qu'elle a des ambitions. Docteur Maurice Soudieck-Dione, je vous remercie. Merci beaucoup, Elhadj. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UGB. Voilà, à 18h25, venons-en à la page économie et c'est l'affaire de Rapsé Limanois. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Les citoyens doivent être davantage éduqués et sensibilisés sur l'importance du civisme fiscal, une manière de leur assurer une bonne éducation financière, selon le représentant du directeur national de la BCEAO à la session de sensibilisation sur l'esprit entrepreneurial et le civisme fiscal à l'endroit des journalistes de la presse économique. Abdoulaye Choy s'en explique au micro de Adjifatou Bari. S'agissant du civisme fiscal qui se manifeste par l'accomplissement de manière spontanée, c'est-à-dire sans contrainte des obligations fiscales, il constitue un autre socle de contribution à l'effort collectif de recherche des voies et moyens du bien-être commun. Il est à la fois un état d'esprit citoyen, un comportement patriotique et un acte de solidarité à l'endroit de toute la communauté. Ainsi, l'espoir est permis de voir l'atelier de ce jour apporter une contribution significative aux actions conduites par les autorités publiques pour le développement d'un civisme fiscal par une meilleure couverture du secteur formel comme du secteur informel et une répartition équilibrée de la charge fiscale. Monsieur le secrétaire exécutif, soyez remercié de cette belle initiative qui participe à l'ambition de construire une économie nationale forte et résiliente. Je voudrais signaler que le civisme fiscal, c'est également la disponibilité d'une information financière de qualité à travers le dépôt des liasses fiscales à la Direction générale des impôts et domaines et leur exploitation dans le cadre de ce que nous appelons la centrale des bilans des entreprises non financières tenue par la Banque centrale. Cette session de sensibilisation dédiée aux journalistes de la presse économique s'est tenue en prélude à la célébration de la semaine de l'inclusion financière qui est prévue du 23 au 28 courant. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Aïssatou Gueye Ba. Éruption cutanée, démangeaisons intenses, telle se manifeste la maladie mystérieuse de la mer qui fait des ravages à Thiaroye-sur-Mer. Des pêcheurs infectés rendant ainsi trop petit le poste de santé. Plusieurs spéculations sur son origine qui restent encore inconnues. Vous avez suivi la correspondance d'Elhadj Moussacham. Et puis en politique, la gestion du Conseil économique, social et environnemental au cœur du conflit ouvert entre l'entrant et le sortant. L'enseignant-chercheur en sciences politiques déplore les soubassements politiques. Le docteur Maurice Soudieck-Dione était l'invité dans ce journal. Et puis après l'incendie qui a ravagé le marché Ocas de Touba où 13 centres commerciaux ont été consumés, l'heure est au bilan. Comment faire pour éviter cet incendie à l'avenir? En tout cas, à Diourbel, aucune leçon n'a été tirée du violent incendie de 2017 qui avait occasionné mort d'hommes. Les installations anarchiques et les encombrements continuent à dicter leurs lois. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Papa Abdoulaye qui en a assuré la mise en onde. Retrouvez Adama Ndione à 21h pour le prochain bulletin d'information au Wolof, bien entendu. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à vous.